Bonjour Monsieur le Haut-Commissaire. Bonjour Clément Bonjour. Beaune. Bienvenue dans les 4V. Avant Merci. d'en venir au budget, à vos recommandations, un mot de la politique parisienne. Vous avez été député de Paris, vous restez très engagé dans la capitale. Rachida Dati a été renvoyée en correctionnel. Elle a fait appel et conteste les faits. Est-ce que vous appelez, comme de nombreux élus parisiens, à sa démission? Non, elle s'est exprimée. Je crois que le président de la République a aussi fait savoir que c'est pas ce qu'il souhaitait. Et puis, il y a une procédure judiciaire. Il ne m'appartient pas de m'immiscer dans une procédure judiciaire. Inversement, je crois qu'il faut que chacun respecte des principes. Quand on est un responsable public, quand on est un ministre, on n'attaque pas les juges. On Elle a n'attaque mis pas en cause l'indépendance. forcément il y a les juges Oui. et la procédure judiciaire qui la vise. Absolument. Je crois que quand on est un ministre, je l'ai été, quand on est un responsable public de manière générale, on n'est pas l'Amérique de Trump, on est la République française. On doit respecter un certain nombre de principes, de confiance, d'indépendance de la Vous justice. pensez que Rachida On a- Dati fait du Trump? On a des droits comme justiciables, Rachida Dati comme tout le monde. On a aussi des devoirs, a fortiori quand on exerce une responsabilité politique, nous tous. Et donc, c'est je crois, de ne pas envenimer le débat. Vous pensez qu'elle tombe un peu dans le Trumpisme à la sauce J'ai Trump? entendu en tout cas des propos qui étaient très virulents contre les juges. Qu'on défende ses droits, c'est normal. Qu'on ait des devoirs de respect de la justice, ça me paraît encore plus normal et encore plus nécessaire. Rachida Dati peut-elle être la candidate du bloc central pour les municipales de 2026? Et moi, cet épisode ne change pas, je dis toujours la même chose. Je dis que moi, je appartiens à une famille politique, parfois attaquée par les Républicains, auxquels appartient Rachida Dati. C'est Renaissance, c'est le centre, c'est le macronisme, comme on dit. Moi, je le revendique. Certains l'attaquent, moi, je le revendique. Et donc, je pense que cette famille politique, ce centre politique, il doit défendre ses couleurs, son projet, son identité politique à Paris. Et Rachida Je Dati dis- ne peut pas représenter cette famille en plus de la droite. Elle appartient à LR, elle a soutenu Laurent Wauquiez pour la primaire récente, c'est un droit. Mais il y a un parti politique qui est Renaissance, il y a un bloc central avec Horizon, avec le Modem. Moi, je souhaite, je l'ai toujours dit, c'est pas nouveau de ce matin, qu'il faut que cette famille politique, ce projet politique se défende et défende ses couleurs à Paris et d'un candidat à Paris. Vous entendez jouer un rôle pour ces municipales, vous vous prononcerez quand? Oui, on se prononcera collectivement en septembre, mais je vais vous dire très clairement, j'entends jouer un rôle, je l'ai toujours dit. J'ai été élu à Paris, j'ai été battu à Paris, mais je ne suis pas homme à me dérober. Et donc, je pense que quand on choisit un engagement, on le maintient dans la durée. Donc, Vous pourriez être candidat à Paris. je jouerai un rôle, je ne serai pas sur le banc de touche. Très bien. Il y a également une législative partielle qui sera prévue à la rentrée à Paris et qui va opposer probablement Michel Barnier pour les LR à Rachida Dati. En tout cas, elle dit qu'elle n'apprécie absolument pas ce parachutage et qu'elle envisage de se présenter. Et le bloc central, justement, Écoutez, on qu'est-ce verra. que vous allez faire? Qui allez vous je me mets, soutenir? moi, je me mets à la place des Parisiennes et des Parisiens qui voient un spectacle assez désolant. Bon, moi, j'ai beaucoup de respect pour Michel Barnier, qui est un homme de dignité, de modération. Pour le reste, on voit une société du spectacle, un débat qui se dégrade et une espèce d'incompréhension. C'est illisible ce qui se passe. Donc, laissons les choses retomber. LR, discuter avec LR. Et je pense qu'il ne faut pas chercher Et à donc, vous ne compliquer voulez les pas choses. soutenir quelqu'un pour l'instant, faire le choix entre Michel Et Barnier je vais vous ou dire, moi, Rachida Dati? je raisonne ici là comme citoyen parisien. Quand je vois ça, c'est affligeant. Bon. Donc, les choses se décantent, et puis on verra après. Mais ça ne sert à rien d'essayer de jeter des noms, des anathèmes dans le débat parisien. Je pense que les Parisiens, plus probablement que dans aucune ville de France, aspirent à une modération, à une dignité, à une décence. Clément Beaune, vous évoquiez les LR. Bruno Retailleau qui prend un peu plus ses distances vis-à-vis d'Emmanuel Macron dans une interview au Vitriol. Dans Valeurs Actuelles, le ministre de l'Intérieur a jugé que le macronisme n'est, je cite, ni un mouvement politique, ni une idéologie, et qu'il alimente l'impuissance. Ça peut continuer longtemps, rester ministre et critiquer à ce point-là Emmanuel Macron? Écoutez, là aussi, il y a quand même des principes qui devraient être assez simples. Quand on est nommé par le président de la République, on n'attaque pas le président de la République. C'est quand même la base de notre constitution et de l'esprit démocratique. Il l'a fait avant d'être ministre, il continue de le faire. Oui, mais enfin, c'est la différence, c'est entre être ministre et ne pas être ministre. Quand on est ministre, on respecte le président de la République. On peut être en désaccord, on peut exprimer des sensibilités, mais on respecte l'institution présidentielle. On a quand même, pardon, mais si on ne prend pas de recul sur tout ça, un débat public qui part complètement en cacahuète. Enfin, on ne peut pas tous les matins expliquer que les juges sont méchants, que le président de la République dit n'importe quoi. On a quand même le droit, comme citoyen, à vivre dans un pays où, quand on est ministre, on n'attaque pas le président de la République, on n'attaque pas la justice, on n'attaque pas les journalistes. Donc, c'est quand même le Bruno b.a.-ba. Retailleau ne peut pas rester ministre de l'Intérieur tout en C'est pas le tenant ses sujet, propos. c'est pas à moi de le dire, c'est pas le sujet. Le sujet, je crois, dans une période où justement il y a de la violence, il y a de l'agressivité, c'est la décence commune. C'est d'avoir un débat public où chacun se respecte, respecte ses partenaires de gouvernement, respecte ses alliés du moment et respecte surtout les institutions. Le président de la République, c'est une personne, c'est une institution. Il Clément a été Beaune. élu 2 fois, donc expliquer que c'est un courant politique qui est éphémère, qui ne vaut rien,
c'est quand même un manque de discernement et de respect qui est grave. Clément Beaune, vous êtes haut-commissaire à la stratégie et au plan. Votre travail, c'est de réfléchir au temps long, à moyen terme. Est-ce qu'on peut le faire aujourd'hui, alors que l'urgence est d'abord de trouver 40 milliards d'économies dans le prochain budget? Est-ce qu'on peut raisonner à 1 an, 2 ans, 10 ans, comme vous devez le faire? On doit le faire. Il y a un gouvernement, un ministère des Finances, du budget, qui a construit un budget présenté par le Premier ministre, qui est courageux, qui est difficile, mais qui est courageux et qui est nécessaire. Nous, notre travail, d'ailleurs le Premier ministre nous l'a demandé, c'est de réfléchir aux grandes tendances du budget. Je pense à la démographie, par exemple. On voit qu'on est une société qui vieillit, ça va poser un problème énorme sur nos comptes sociaux. Ça va poser un problème énorme dans le système éducatif. Est-ce qu'on aura assez de soignants? Est-ce qu'on aura assez de militaires? Est-ce qu'on aura assez d'enseignants? Ces sujets-là de temps long, justement, sortir un peu ou lever le nez du guidon, c'est une mission qui est indispensable, c'est celle qu'on exerce. On fera d'ailleurs des propositions, je prends un exemple très concret. On a des dépenses locales, des collectivités locales en France qui dérapent beaucoup plus que partout ailleurs en Europe. On fera à l'automne des propositions concrètes pour pas seulement... Pour réduire, faire des vraies réformes, réduire le nombre de. Il y a 2026, et là c'est le budget qu'a présenté le Premier ministre, et puis il y a les années qui viennent, parce que, je le dis très franchement, l'effort, il ne portera pas que sur 2026, c'est un effort pour les 5 ou 10 prochaines années qu'il faut faire. Il faudra des réformes structurelles. Il faudra des réformes structurelles, il y en a qui sont engagées, y compris par le plan du Premier ministre, je pense à la question de l'assurance chômage, je pense à des négociations sociales qu'il a souhaitées, c'est pas seulement un plan d'urgence budgétaire, il y a aussi des réformes qui sont engagées. Notamment sur le millefeuille administratif, ou tout simplement sur le fait que peut-être il faut revoir certaines dotations de l'État, parce que les collectivités en France, on a beaucoup parlé des agences, c'est 20% de la dépense publique, et ça croît extrêmement vite. Ce n'est pas le cas ailleurs en Europe. Donc il faut se poser ces questions de fond. Vous êtes parti notamment, vous êtes penché sur la question des aides aux entreprises. Ça, c'est un peu le grand flou des chiffres. On a le Sénat qui a fait un rapport de 6 mois qui parle de 211 milliards d'aides aux entreprises. Vous ramenez ce chiffre à 112 milliards. Alors, vous ne comptez pas exactement la même chose, mais ce qu'on a du mal à voir, c'est déjà quel est le vrai chiffre et surtout combien ça rapporte. Oui, alors, on arrive à avoir une idée précise, objective de ça? Il n'y a pas un chiffre magique, parce que vous pouvez additionner les choses. La grande différence entre l'évaluation du Sénat et l'évaluation que nous avons proposée, c'est que nous ne comptons pas les allègements généraux de charges sur les entreprises. Les allègements de charges aux entreprises. Voilà, parce que c'est une politique pour l'emploi, c'est une politique qui concerne toutes les entreprises, pas une aide au sens d'un cadeau ou d'un soutien ciblé à certaines entreprises. Il faut sortir aussi des clichés, parce qu'une aide aux entreprises, ça peut être une aide pour les énergies renouvelables, ça peut être une aide pour le réseau ferroviaire. C'est pas forcément un cadeau, un paquet cadeau qui est envoyé à un patron un matin. Un paquet cadeau, c'est un outil de politique publique. Bien sûr. Les aides aux entreprises, c'est quoi concrètement? C'est des aides parfois pour le développement des territoires d'outre-mer, c'est des aides à la recherche et au développement pour innover, pour recruter, c'est des aides à l'apprentissage pour recruter des apprentis. Tout ça, est-ce que c'est de l'aide au sens d'un cadeau? Non. Mais avec politique quelle contrepartie, avec ça rapporte quoi à l'économie française? Ce qu'on a montré, ça, d'abord les allègements généraux, par exemple, c'est pour ça qu'on les a sortis, ça a créé beaucoup d'emplois, notamment sur les bas salaires. Mais il faut être très clair, il y a un flou aujourd'hui qui crée parfois ce sentiment d'incompréhension ou de défiance. Et donc ce qu'on dit, comme le Sénat d'ailleurs, c'est qu'il faut évaluer systématiquement chaque dispositif. S'il y a des dispositifs inutiles, à l'heure où on fait des économies, supprimons-les. S'il y a des dispositifs qui sont utiles et qui atteignent leurs objectifs, on peut les maintenir. Donc il faut aller effectivement plus de transparence, mieux peut-être regarder ce qu'elles peuvent coûter et plus exigeant. Plus d'exigence, des contreparties qu'on demande aux entreprises. Ça peut être sur certains dispositifs des contreparties pour vérifier que quand on verse une aide pour la recherche ou pour le recrutement d'un apprenti, c'est fait à la fin et c'est pas un cadeau. Dernière question, Clément Beaune. La loi Duplon et cette pétition qui va s'approcher petit à petit des 2 millions de signatures. Au-delà de ce texte, la question c'est comment on intègre mieux les citoyens au débat, comment on prend en compte cette parole tout en sans remettre en cause peut-être la légitimité du vote des députés et des sénateurs sur cette loi. Vous savez, quand vous avez probablement bientôt 2 millions, peut-être plus, dans quelques jours, de signataires de cette pétition, c'est pas un fait divers, c'est un fait de société. Il faut le prendre comme tel. Et je suis très surpris de cette opposition entre le Parlement et les pétitions. Évidemment, le Parlement vote la loi. Personne ne conteste ça. Il est libre de le faire. Et les pétitions, c'est prévu par l'Assemblée nationale. Ça n'a pas été inventé par une étudiante ou par une ONG. C'est prévu par l'Assemblée nationale. Et la présidente de l'Assemblée a dit, ça veut bien dire que la population, il y a eu un effet goutte d'eau. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase des reculs écologiques récents. Et ça, il faut l'entendre. Et donc, il y a un débat pour expliquer les sujets scientifiques, pour expliquer que peut-être il faut revenir sur certaines mesures ou aller plus loin sur certaines mesures écologiques. C'est ça que demandent les citoyens en signant la loi Duplon. En signant la pétition contre la loi Duplon, je ne pense pas que ce soit forcément sur une mesure. Il y a beaucoup de jeunes, notamment, qui disent il faut qu'on soit sérieux sur l'écologie. Il y en a marre. Pas forcément, il faut un débat sur les questions de pesticides. On va rendre un rapport d'ailleurs sur ces questions à la demande de la présidente de l'Assemblée au mois de septembre. Il faut arrêter ce retour en arrière et prendre des mesures écologiques supplémentaires, y compris sur les pesticides. Clément Beaune, commissaire à la stratégie et au plan, invité des 4V ce matin. Merci beaucoup et bonne journée. Merci.